Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie du reportage sur la réhabilitation en terre crue de la maison de la famille Yang dans le village de Balin. Cet atelier participatif était organisé par Tadi Luren, ou Passagers de la Terre, centre de permaculture fondé par Peter Moorhead et Jiang Huiyi. Aujourd'hui, nous aborderons principalement deux questions qui ont été abordées par les participants à cet atelier. Pourquoi réhabiliter plutôt que de construire du neuf ? Et quels sont les avantages et les principes de base de la terre crue pour construire ou réhabiliter ? Tout d'abord, pourquoi réhabiliter plutôt que construire du neuf ? Actuellement à Taïwan, l'attitude qui prévaut, c'est de raser les bâtiments lorsqu'ils atteignent une cinquantaine d'années et de reconstruire. D'ailleurs, depuis la Seconde Guerre mondiale, de nombreux bâtiments ont été conçus dans cette optique d'une durée de vie a priori limitée. Faire table rase comporte l'avantage de permettre une remise à niveau aux normes sismiques, car les tremblements de terre sont fréquents à Taïwan. Cela permet aussi au secteur de l'immobilier de se développer, en tout cas tant que le ciment sera bon marché. L'impact écologique est en revanche négatif. La démolition de bâtiments en ciment engendre des déchets difficilement recyclables, sans compter la disparition des traces du passé. Par ailleurs, l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols, dues à l'étalement urbain et à la construction de routes, fragmentent et détruisent les espaces naturels. C'est la première cause du recul de la biodiversité à travers le monde. Selon les chercheurs de l'IPBES, 1 million d'espèces sont actuellement menacées d'extinction en raison des activités humaines. Le recul de la biodiversité s'accélère, ce qui nous met également en péril car nous dépendons des écosystèmes dont nous faisons partie. L'étalement urbain réduit aussi les surfaces agricoles, qui sont pourtant cruciales pour l'autonomie et la sécurité alimentaire. Il existe de nombreux bâtiments abandonnés dans tous les pays. Rien que dans le village de Balin, près de la moitié des maisons ne sont plus habitées. Alors pourquoi ne pas leur redonner vie ? En théorie, oui, bien sûr, cela va de soi. Mais à Taïwan, c'est plus facile à dire qu'à faire. À la campagne, en raison de la division des héritages, les maisons appartiennent souvent à plusieurs frères et sœurs qui ne sont pas forcément du même avis. Certains voudraient vendre ou louer, alors que d'autres sont réticents à l'idée que la maison qui abrite l'autel des ancêtres soit habitée par des personnes qui ne sont pas de la même famille. Si les frères et sœurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils finissent par délaisser la maison, qui se dégrade immanquablement puisqu'il n'y a plus personne pour aérer et en prendre soin. Au bout de quelques années, les maisons finissent donc par tomber en ruine. Pour M. Yang, cela n'a pas été facile. Il a racheté la maison parcelle par parcelle parce que les frères et sœurs n'étaient pas tous d'accord au départ. Aujourd'hui, il est content de la réhabiliter. Dans la vie, pouvoir transformer sa maison de ses propres mains, je trouve que c'est un beau projet. En plus, je voudrais que ma maison devienne un endroit ouvert, qui puisse inspirer d'autres personnes et encourager des alternatives aux méthodes industrielles de rénovation qui produisent des déchets. Un autre avantage de la terre crue, c'est que ce n'est pas un matériau toxique. Il est tout à fait possible de rénover sa maison à son propre rythme, pièce par pièce, tout en continuant d'habiter dans les autres pièces, comme le fait M. Yang. Il n'y a pas de danger pour la santé. La terre crue améliore aussi la qualité de l'air intérieur et le confort thermique. Ce n'est pas un isolant, mais sa capacité d'absorption de la vapeur d'eau permet de réguler le taux d'humidité. Pour obtenir cet effet, on n'est pas obligé de construire tous les murs en terre. Un enduit d'environ 2 cm d'épaisseur suffit. Peter, qui habite dans une maison auto-construite dont les murs sont en terre crue, nous fait part de son ressenti. C'est très agréable d'y habiter, contrairement aux maisons en béton où l'on suffoque la nuit. Quand je compare avec les maisons dites modernes de mes voisins, on se sent mieux dans notre maison. Les murs en terre respirent. Il ne fait ni trop humide, ni trop sec. Mais ce n'est pas tout. La terre crue a aussi des atouts économiques, sociaux, écologiques et esthétiques. Le principal atout économique est que la terre est un matériau abordable et de proximité. Elle peut même, dans certains cas, être issue du chantier, puisqu'il faut bien creuser pour faire des fondations.
Les atouts sociaux, c'est de faire appel à des artisans locaux, de valoriser leur savoir-faire, de créer du lien social à travers des chantiers participatifs et de nous permettre de nous reconnecter à la nature. Sur le plan écologique, la terre crue permet des économies d'énergie. C'est un matériau réversible qui peut être réutilisé. En comparaison avec le béton, qui est la source d'environ 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la terre crue, si elle est extraite à proximité, n'a pas d'empreinte carbone. Elle permet aussi de laisser libre cours à sa créativité en réalisant par exemple des sculptures en bas-relief sur les murs ou des coins arrondis. C'est son côté esthétique. La terre crue a donc tout pour plaire, mais en réalité, ce n'est pas si simple. Dans les pays développés, la terre crue jouit d'une faible reconnaissance des décideurs et maîtres d'ouvrage. Les savoir-faire ont eu tendance à se perdre et pâtissent du manque de référentiels et de réglementation. Le contexte économique très industrialisé rend le développement de la construction en terre crue difficile. Difficile, mais pas impossible. Dans de plus en plus de pays, des filières s'organisent. C'est le cas en France. À Taïwan, il y a aussi des tentatives en ce sens dont nous parlerons dans une prochaine émission. Au premier abord, on peut se demander s'il n'y a pas des risques qu'une maison en terre crue s'abîme quand il pleut. Si elle est construite en respectant certains principes de base, il n'en est rien. Comme en témoignent d'ailleurs les nombreuses maisons en terre crue qui parsèment encore la France aujourd'hui, après plusieurs siècles. Royi nous explique quels sont ces principes. Il faut d'abord construire un toit, même temporaire, pour éviter les problèmes dus à la pluie pendant la construction. C'est un peu comme un chapeau qui dépasse sur les côtés. Ensuite, il faut des bottes, un soubassement qui soit bien étanche pour éviter les remontées capillaires, c'est-à-dire l'humidité qui remonte par le sol. On peut par exemple utiliser des pierres ou réutiliser du ciment issu de la démolition d'une maison. Ensuite, on construit les murs en terre. C'est un peu comme l'ossature de la maison. On les recouvre d'un enduit de corps, un enduit un peu épais que l'on peut comparer à la peau. Enfin, on ajoute un enduit de finition, un peu comme une fine couche de poudre quand on se maquille. En intérieur, on utilise le plus souvent des enduits de terre crue et à l'extérieur des enduits à la chaux pour que ce soit plus étanche. C'est ainsi que malgré les typhons qui frappent souvent la côte est de Taïwan, la maison en terre crue de Peter et Royi est bien protégée car elle a un chapeau, des bottes de pluie et un manteau, c'est-à-dire un débord de toit qui protège les murs, un soubassement étanche et des murs recouverts d'enduit. Peter et Royi ont aussi pris en compte l'environnement dans son ensemble. Par exemple, de quelle direction viennent habituellement les typhons ? Ils ont orienté leur maison pour qu'elle soit protégée de ce côté-là par des arbres qui ralentissent la force du vent. Car selon l'approche permaculturelle que Peter et Royi ont exposée pendant l'atelier, une maison ne se résume pas à 4 murs et un toit. C'est bien plus que ça. Avant de construire, on réfléchit au design de manière globale en tenant compte de la lumière du soleil selon les saisons, de l'ombre des arbres, de la ventilation naturelle, du cycle de l'eau, de la production d'énergie et d'alimentation, des risques de catastrophes naturelles, etc. On réfléchit aussi à ses besoins pour construire juste l'espace qu'il nous faut, dans un esprit de frugalité, et éviter de construire trop grand pour économiser les matériaux et l'énergie. On privilégie aussi les matériaux de récupération et ceux qui peuvent revenir à la nature. Il est aussi important de tisser des liens avec le voisinage et de connaître les ressources présentes aux alentours, car en cas de coup dur, c'est ce qui l'aidera à se relever. Comme dans un écosystème, tous ces éléments sont reliés, et plus il y a de liens, plus la capacité de résilience est forte. Certes, dans le cas d'une réhabilitation, on ne peut pas choisir l'orientation de la maison, mais Peter et Royi ont rappelé qu'il y a quand même une marge de manœuvre. On peut par exemple planter des arbres pour se protéger de la chaleur, ajouter un bardage intérieur en bambou pour faire baisser la température des murs, créer des points d'eau pour rafraîchir l'atmosphère.
Comment construire moins mais mieux en privilégiant la réhabilitation et l'adaptation de l'existant avec des matériaux réutilisables et moins émetteurs de gaz à effet de serre? Telle est l'une des questions qu'il faudrait se poser pour engager une transition vers un secteur du bâtiment durable et respectueux des écosystèmes. La terre crue, si elle ne remplacera évidemment pas du jour au lendemain le béton partout, est peut-être une partie de la réponse, comme nous l'avons constaté dans cette émission. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Rendez-vous mardi prochain sur les ondes et le site de Radio Taïwan International pour un nouvel épisode des Joies de l'éco-construction. À bientôt.